Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mars 2017. Vous êtes sur l'ORTBI, il est 20h. Voici les titres du journal. Les producteurs béninois de riz veulent donner plus de valeur à leur spéculation. Ils sollicitent l'appui des députés. À suivre dans ce journal le compte-rendu de la rencontre qu'ils ont eue. L'Infosec renoue avec les formations civiques au cœur des séminaires ateliers de ce jour, l'éducation civique dans la formation du citoyen. À suivre également une enquête dans le monde du 7e art béninois avec cet accent sur les salles de cinéma. Question, que sont-elles devenues nos salles de cinéma ? Bonsoir et bienvenue à tous. Les acteurs de la filière riz souhaitent donner un cadre légal à leurs activités. Ils visent une production record, un accroissement de leur rendement. Ils ont rencontré les députés pour une séance de plaidoyer. Brice Tibozo, Jérôme Rongbo. C'est bon et nécessaire aujourd'hui de codifier, de mettre les balises, les normes, et que les gens ne soient plus capables de faire la diversion et la discrétion. Le riz constitue une filière stratégique avec 3 millions de consommateurs. Mais depuis 2015, son taux de production a chuté de 30%. Les acteurs de cette filière entendent ainsi impliquer la représentation nationale pour un accroissement de la productivité à travers 4 leviers importants. Un premier levier serait de prendre des dispositions pour faciliter les achats institutionnels. Le deuxième levier, c'est d'arriver à instaurer des quotas aux importateurs. Ça veut dire obliger les importateurs à acheter une certaine quantité. Il est aussi important que vous travaillez à la bonification du taux de crédit par l'État. Le dernier défi que nous vous proposons, c'est le portage vis-à-vis de la CEDEAO du besoin de protection du riz. Entre autres points qui sous-tendent ce plaidoyer figurent les mesures à prendre pour amener le Bénin à l'autosuffisance en riz, les impacts d'une politique de commercialisation plus cohérente. Selon les députés, ce plaidoyer n'est pas nouveau, mais le goulot d'étranglement reste l'application des textes. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est de faire une revue technique de tous les dispositifs existants. Les filières prioritaires, on a défini les filières prioritaires. Tout ça là est là. Pour qu'on voie comment avancer maintenant. Parce que moi, je trouve qu'on n'avance pas. On piétine beaucoup. Dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, nous pouvons, sur la base des informations dont nous disposons, faire des questions au gouvernement. Nous qui sommes ici, questions orales avec débat au gouvernement. Et là, nous serons forts. Pourquoi au niveau du guide du ministère des Finances, on n'encourage pas, on n'inscrit pas du riz produit localement? Nous allons le dire. L'une des actions prioritaires peut être la consommation du riz local dans les maisons, les offices publics, les prisons et autres centres à forte concentration humaine. C'est annoncé depuis le 8 mars dernier de façon officielle. Les microcrédits aux plus pauvres sont de retour. Dans le cadre de la relance des activités, la ministre de la Fonction publique et des Affaires sociales a officiellement remis des chèques au système financier décentralisé. Compte rendu de la séance, William Choki. La promesse a été faite le 8 mars à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une semaine après, le gouvernement joint l'acte à la parole. Il procède à la remise de chèques au système financier décentralisé. Un acte qui relance la mise à disposition des populations des microcrédits aux plus pauvres. Le programme de microcrédit aux plus pauvres a démontré toute sa pertinence comme instrument efficace de réduction de la pauvreté. Ils sont au total 7, ces partenaires stratégiques du FNM, le Fonds national de la microfinance. 7 systèmes financiers décentralisés à recevoir leur lettre de notification. Ils doivent couvrir, selon la répartition faite, tout le territoire national. Tous les partenaires stratégiques s'engagent à mieux exécuter le programme dans une approche plus professionnelle avec un rythme qualifié de nouveau départ. Je voudrais saisir cette occasion pour dire aux SFD partenaires qui ne figurent pas sur cette liste
qu'ils ont encore la possibilité de rattraper le train en marche. Je les exhorte donc à fournir les efforts nécessaires pour assainir leur portefeuille et surtout régulariser leur situation vis-à-vis du FNM. Le politique ou autres acteurs exogènes au programme n'auront plus la possibilité de s'immiscer dans la gestion. Les microcrédits aux plus pauvres, nouvelle génération, c'est 1 milliard de francs CFA pour cette première tranche du programme. Un montant qui doit aller vers les couches démunies pour les activités génératrices de revenus, a martelé la ministre en charge des Affaires sociales. Sera mise en place. Rendons-nous dans le département du Koufo. Le plan de développement local de la commune de Dogbo est désormais validé. Il n'attend que son adoption. L'atelier qui consacre cette validation s'est déroulé dans l'arrondissement de Dogbo-Tota. C'était sous la présidence effective du maire de la commune, Vincent Kodjo Akapo. Henri Fachinan, Évariste Zoman. L'esprit des échanges convivial et sérieux, vu l'attention que tout le monde a accordée à cet atelier de validation, est la preuve que ce jour est un grand jour pour la commune de Dogbo, puisque le plan de développement local, la troisième génération encore appelée par ses géniteurs, plan de développement économique et social de la commune de Dogbo est né. C'est un plan de développement économique et social réalisé à partir de 5 axes comprenant 45 projets phares et 145 actions ou que nous appelons les micro-projets. La vision sur laquelle ce projet de développement est basé est élaborée depuis le 26 avril 2007 et demeure toujours valable, et qui est intitulé Dogbo en 2025 est une commune bien administrée, économiquement prospère, basée sur l'agriculture et dans un environnement sain et durable. Les amendements devront être intégrés, puis ce sera la phase d'adoption qui sera programmée. En attendant de prendre date, Dogbo peut être fier. Mes appréciations par rapport aux interventions sont positives. J'ai compris que les participants ont bien suivi les communications et ont bien réagi. C'est comme s'ils étaient au début de l'élaboration du PDC, ils ont eu la même réaction que moi. Le plan de développement communal deuxième génération est à terme depuis 2012. Raison de plus de se réjouir de l'arrivée du PDC 3, une véritable boussole de développement dont vient de se doter la commune de Dogbo. L'éducation civique dans la formation du citoyen, c'est le thème d'un séminaire atelier qui s'est tenu à l'Infosec de Cotonou. Objectif, permettre aux jeunes volontaires béninois d'avoir des notions clés sur le civisme, un gage, dit-on, d'une nation prospère. Reportage, Précieuse Aquaronou, Monique Toron. À travers cet atelier, l'Infosec souhaite faire des jeunes volontaires des porte-paroles en matière d'éducation civique. Mieux, l'Institut veut former les jeunes à mieux porter l'information civique auprès de tous les autres citoyens. À l'occasion, le directeur de l'Infosec a retourné le mot civisme dans tous les sens. Sans civisme, il n'y a pas de développement. Le civisme, c'est la volonté de bien faire. Le civisme, c'est la sauvegarde de l'intérêt national. Le civisme, c'est la lutte contre la corruption. Le civisme, c'est le respect du bien public, etc. Donc nous avons estimé qu'il était opportun que les jeunes volontaires soient formés afin que le Bénin amorce véritablement la voie du développement. Enjeux, contraintes et défis du citoyen dans la modernisation de l'administration, la gouvernance de la citoyenneté au Bénin ou encore la problématique de l'éducation citoyenne dans le développement du Bénin, ce sont là quelques communications qui ont fait l'objet de débats au cours de la journée. Une journée remplie qui permettra aux participants de réfléchir et de faire des propositions concrètes en matière d'éducation du citoyen.
Venons-en à ce fait du moins surréaliste au CG1 de Malanville. Des élèves prises de crise d'agitation, presque d'hystérie. 13 élèves filles au total tombées littéralement en transe lundi et mardi. Les populations inquiètes soupçonnent des causes mystiques des crises d'envoûtement. Mais l'hôpital de zone de Malanville ne baisse pas la garde. Il reçoit les victimes et leur apporte les soins adéquats. Crise d'envoûtement ou expression d'un mal-être profond, c'est une enquête de Firmin Bassao et de Judicaël Ayena. Hôpital de zone de Malanville, 7 filles du CG1 de la ville présentant les mêmes symptômes. Brutalement tombées les unes après les autres, elles se misent à pousser des cris en faisant des gestes incontrôlés. Le lundi 13 mars 2017, après la cérémonie de pleurs, en première à 2, là-haut, simultanément, 4 filles étaient tombées en transe. C'est de cette salle que sont sorties les premières victimes. Même si actuellement la situation est sous contrôle, les autorités envisagent d'explorer d'autres pistes en vue d'exorciser le mal. Tous ceux qui ont eu des problèmes, on les amène d'abord à l'hôpital. Et je pense que le résultat est là. On n'a pas enregistré de décès et s'il plaît à Dieu, on ne va pas enregistrer. Parce qu'au-delà de tout, avant de connaître de quoi il s'agit, on sait au moins symptomatiquement ce que nous avons vu et que nous devons corriger. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui est rentré en transe, c'est de l'énergie qu'on dépense. Donc facilement on peut rentrer dans une hypoglycémie. La situation que nous vivons, on ne la maîtrise pas encore, c'est-à-dire au point de vue diagnostique. Et selon les instructions que nous avons également reçues de notre ministre de la Santé, c'est qu'il faut tout mettre ensemble. Ce qui importe, c'est le résultat. À l'heure là, c'est ça, c'est la vie qu'il faut sauver. Donc les tradipraticiens, nos religions et tout ce que chacun connaît, il faut qu'on mette. On sait que nous avons des fétiches de ce genre. C'est ma conviction la plus ultime. Si au Niger, il y en a, si au Nigeria, ils vivent ça, nous sommes en train de vivre ça, il y a forcément un effort synchronique. On va se serrer la main et les instructions sont données au niveau de l'hôpital pour que la prise en charge soit gratuite. Ça, c'est les instructions que nous avons reçues de notre ministre. Objet de toutes les conversations, le phénomène non encore élucidé n'empêche pas le bon déroulement des activités pédagogiques au CG1 de Malanville. Retour à Cotonou où l'équipe de l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF a marqué un arrêt à Dantokba pour prendre langue avec les filles vendeuses du marché. C'est un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation et de l'offre de services intégrés, appuyé d'ailleurs par l'Organisation ouest-africaine de la santé. On fait le point avec Rebecca Kenjaoundé et Jean-Claude James. Dans les marchés, elles tiennent une place importante. Mais ces vendeuses ambulantes sont loin de maîtriser tous les contours de la santé sexuelle. Une priorité pour laquelle l'ABPF, grâce à l'appui de l'Organisation ouest-africaine de la santé, s'est mobilisée. Ce matin, nous avons réuni ces filles pour leur parler de ce qu'il faut vraiment faire par rapport à soi-même pour être en bonne santé. Ce qu'il faut faire par rapport à ces hommes qui sont toujours là parce qu'on devient adolescente, on est attiré par les garçons. Pour cette première journée, la gestion hygiénique des menstrues focalise les attentions. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas la même chose comme par le passé, où nos mamans nous donnent des chiffons et où il faut bien prendre soin, bien les laver, les repasser. Ce n'est plus ça aujourd'hui. C'est les couches jetables qu'on jette dans les fosses septiques qui bouchent ces fosses. Donc, nous sommes en train d'insister sur la gestion hygiénique des menstrues. Je retiens que nous devons nous laver 3 fois par jour quand nous avons nos menstrues et bien laver les serviettes intimes. Pour celles qui utilisent les couches, on doit les rincer, les emballer avant de les jeter. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, car grâce à ces conseils, nous jeunes filles saurons désormais comment faire pour éviter les maladies sexuellement transmissibles.
Pendant 4 jours, les différents aspects de la santé sexuelle et de la reproduction seront abordés, appuyés de séances de dépistage volontaire du VIH, du cancer du sein et celui relatif au col de l'utérus. Retour dans cette édition sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes du ministère du cadre de vie et du développement durable l'ont célébré. Elles ont orienté leurs réflexions sur la situation de la femme béninoise. Reportage Blaise Adampo, William Choki. Pas de place pour la fête, mais plutôt aux échanges pour le personnel du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il célèbre ainsi la Journée internationale des droits de la femme en différé. Une rencontre qui vise à améliorer la situation de la femme au Bénin. Nous avons le devoir et la lourde responsabilité devant l'histoire de faire en sorte que les droits des femmes soient reconnus. Chacun de nous doit œuvrer pour que les compétences des femmes soient renforcées et qu'elles soient prises en compte à tous les niveaux. C'est le ministre José Didier Tonato en personne qui s'est chargé de développer le thème, une invite pour une prise de conscience de leur importance dans la société. Il faut reconnaître que le monde du travail évolue. On a dit le monde du travail en évolution, c'est vrai. La technologie, les opportunités, tout ça va très vite. Et ça peut avoir d'énormes conséquences pour les femmes. En termes d'écart, de gap, le gap peut s'accroître de façon béante et exponentielle, tout comme cette évolution peut être le meilleur raccourci pour rattraper le retard. Pour l'atteinte de ce pari, les femmes aussi doivent jouer un rôle primordial. Nous, femmes, devions nous battre la main dans la main pour transcender ensemble les difficultés et contraintes rencontrées dans l'exercice de nos fonctions afin de mériter les places qui sont les nôtres. C'est seulement à ce prix que nos droits seront véritablement reconnus. En sacrifiant la tradition, les femmes du ministère du cadre de vie et du développement durable ont réaffirmé leur engagement à accomplir résolument leur mission, celle d'apporter leur pierre à l'édification de la nation. Les femmes du ministère de la fonction publique ont, elles aussi, célébré la Journée internationale des droits des femmes. Ensemble avec le ministre, elles ont échangé, entre autres, sur la problématique liée à l'autonomisation de la femme. Huguette Rondello. La célébration de la Journée internationale de la femme a été l'occasion pour les femmes du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales de reconnaître les mérites de leur ministre. Madame le ministre, de femmes ordinaires ayant accompli de grandes œuvres pour leur pays et leur communauté, vous en êtes ostensiblement une. Votre parcours, depuis le ministère des Finances, où vous êtes arrivé à assumer la plus haute et prestigieuse charge, jusqu'au ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. Votre activisme politique, couronné par votre brillante nomination dans le premier gouvernement du président Talon, en est un témoignage et force l'admiration. En remerciant les femmes pour l'honneur envers sa personne, Adidja Toumatis a souhaité que le 8 mars soit une journée de réflexion qui concourt à l'épanouissement de la femme. Notre département ministériel, à l'instar des autres départements, a l'ainsi honneur de vous donner la parole afin que nous échangions sur 2 thèmes qui nous ramènent à la problématique liée à l'autonomisation de la femme et à la gestion du foyer. Ceci pour que nous trouvions des solutions aux difficultés que nous rencontrons en tant que femmes fonctionnaires. Car vous le savez, pour nous, la tâche n'est pas toujours facile. 2 communications sont prévues à cet effet. L'une porte sur la vie professionnelle du travailleur et l'autre sur la problématique de la violence faite aux hommes. Le ministre en charge de la fonction publique a rendu hommage aux femmes fonctionnaires qui arrivent à concilier leur vie professionnelle à celle du foyer.
Imaginez un 8 mars sans paille, un 8 mars sans uniforme. Très peu de gens pouvaient s'attendre à une telle chose. Pourtant, la décision a été prise, elle a été appliquée et respectée pour l'édition 2017 de la célébration. Mais qu'en pensent les femmes elles-mêmes? Comment ont-elles accueilli la chose? Réponse dans ce reportage de William Choki. GIF 2016, célébration officielle. Un an après, jour pour jour, la même manifestation se déroule dans la même ferveur, mais avec une seule différence. Pas de tissu identique pour les femmes, une première depuis au moins 10 ans. L'exhibition exagérée, avec des foulards qui ne disent pas leur nom, et vous retrouvez derrière des lobbies de business qui ont leur chiffre d'affaires à travers ces activités-là. On ne leur refuse pas ça. D'autre part, ça a bouleversé aussi les données économiques des revendeuses de tissus parce qu'effectivement, quand elles venaient beaucoup acheter ou choisir des uniformes, ça nous faisait un plus à gagner et on faisait plus de ventes. Donc effectivement, on a un manque à gagner à ce niveau-là. Cette matérialisation a manqué à la fête. Un manque pour ces lobbies tapés dans l'ombre, un manque aussi pour certains acteurs politiques. Quand vous voyez les politiques prendre leurs ressources pour acheter le tissu et l'offrir aux femmes en les prenant comme un bétail électoral, c'est là où ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez des ressources publiques sorties pour imprimer un pagne qu'on devrait vendre. Je voudrais demander à l'État d'aller faire le point. Le 8 mars sans tissu, les femmes du marché d'Antokpa, commerçantes de la denrée, mènent tout autre raisonnement. On considère tout simplement que le pain, dans le système économique actuel, est un produit de luxe. Et se lever pour venir acheter un pain signifie qu'on a peut-être pu manger ou donner à manger 2 ou 3 fois à ses enfants dans la journée, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. L'État a peut-être refusé la pratique cette année, mais elles estiment que c'est un élément d'identification. Et si on amenait le politique à comprendre l'importance de l'utilisation de ce pain, on pourrait peut-être revenir tout en mettant des garde-fous par rapport à la gestion des ressources injectées dans cette activité. Avec cette décision, le symbolisme du tissu est en train de disparaître, mais il n'enlève rien à la célébration. Va-t-il durer dans le temps? C'est une autre interrogation. Et pendant ce temps, un enfant est à la recherche de ses parents. Il s'appelle Emmanuel Amoussou. C'est un garçon de 6 ans. Sa maman l'aurait abandonné depuis hier au marché d'Antokpa. Des hommes de bonne volonté l'ont retrouvé, tout désespéré. Je vous propose d'ailleurs ici d'écouter son cri de cœur à l'endroit de ses géniteurs. Nous étions ensemble au marché quand ma maman m'a demandé de l'attendre. Depuis hier, j'y ai passé la nuit sans la voir. Nous sommes venus de Révier. Je demande à mes parents de venir me chercher. Autrefois fréquentées par le grand public, les salles de cinéma sont aujourd'hui presque inexistantes. Elles ont perdu le statut de salles de grand rassemblement, surtout de projection de films. Que sont-elles donc devenues? C'est une enquête de Rebecca Kandaoundé, de Jérôme Rungbo et de Dean Bouraïma. Chaises poussiéreuses, déchirées et complètement amorties. C'est à cela que ressemblent les sièges de la salle de cinéma Concorde. Un état de délabrement total. En lieu et place des spectateurs, ce sont les rats qui règnent en maître depuis des années. Un vide qui s'accentue et qui est déploré par certains cinéphiles. Avant, le cinéma, c'est chaud. À 16 heures comme ça, les gens déjà plein ici. Bien, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de cinéma. Nous sommes là, rien. C'est en voie de disparition. Ça, c'est vraiment très grave. Les salles de cinéma peuvent encore beaucoup pour l'État béninois, surtout pour la personne que nous sommes. Ici, nous sommes à Le Bénin, une salle de cinéma autrefois beaucoup convoitée, mais aujourd'hui déserte. En 1980 jusqu'à 1985, il y a plein de spectateurs, des spectacles. En tout cas, il y a beaucoup même d'ambiance. Mais maintenant,
il n'y a plus rien. D'où cet appel à l'endroit du gouvernement. L'État béninois doit faire un effort pour que les salles de cinéma puissent être réouvrées. La situation ne saurait perdurer, rassure le directeur du Centre national de cinéma et de l'image animée. Des réformes sont déjà en cours. Il y a déjà des salles qui sont en train d'être réhabilitées. Déjà. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des salles et de faire des projections. Si on procède de cette façon, on est presque sûr que les Béninois ne s'y rendront pas. Il y a un processus qui est en train de se mettre en place. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment redonner l'habitude aux Béninois d'aller en salle. Depuis des années, les Béninois ont perdu le réflexe des salles de cinéma. Par ailleurs, la nouvelle génération a une passion inédite pour la révolution de la technologie. Une question se pose cependant. Le 7e art pourra-t-il reprendre vie au Bénin? La question reste posée. Hors de nos frontières, plus de 320 000 morts, des millions de réfugiés, autant de déplacés. La guerre en Syrie apparaît sans fin. À la guerre civile qui a éclaté dans la foulée des printemps arabes s'est ajoutée celle que livre Daesh, qui a implanté la capitale syrienne de son califat à Raqqa. Retour sur une guerre sans fin en Syrie. Regardez le reportage. 6 ans après le début du soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad, la Syrie est toujours plongée dans un conflit dévastateur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, entre 300 et 500 000 morts selon les sources, plus de 12 millions de déplacés, soit environ la moitié de la population avant la guerre, et la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ONU, près de 5 millions de Syriens se trouvent dans des zones difficiles d'accès et des villes assiégées où ils souffrent de pénurie. Ils sont également près de 5 millions à avoir quitté le pays. La majorité a trouvé refuge en Turquie, suivent le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte. Nombreux sont ceux également à avoir mis le cap sur l'Europe et y avoir déposé une demande d'asile, principalement en Allemagne. Beaucoup ont tenté la périlleuse traversée de la Méditerranée. Ils sont plus de 4000 à y avoir laissé leur vie. Sur la route de la migration, comme dans les camps de réfugiés, les enfants sont particulièrement vulnérables. Beaucoup souffrent de malnutrition, de déshydratation et d'un manque d'accès aux soins. Et ils sont des millions à être privés de scolarité, certains obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, d'autres forcés à prendre les armes. De nombreux enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes. Toute une génération prise en otage par un conflit interminable qui a détruit de nombreuses infrastructures du pays, hôpitaux, écoles, routes, réseaux électriques et d'eau potable. À la fin de la guerre, le chantier de la reconstruction sera colossal. Un mot de football pour boucler cette édition. La 20e édition de la CAN des moins de 20 ans s'est achevée avec le sacre du pays hôte, la Zambie. C'était devant le Sénégal. Retour sur les joueurs qui ont marqué cette compétition. C'est avec William Bassabi. La Zambie et le Sénégal se taillent la part du lion de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors 2017. En dehors du trophée remporté, les Chipolo Polo Juniors sont au nombre de 5 dans l'équipe type de la compétition. À commencer par le dernier rempart, Mangani Banda, élu meilleur gardien de la compétition et homme du match de la finale. L'avant-centre Patson Daka, auteur de 4 buts, est simplement désigné meilleur joueur de la compétition. Les 3 autres Zambiens de l'équipe type sont le milieu de terrain Edouard Chilufia et les frères Sakala, Fashion, le milieu de terrain, et Solomon, le défenseur et capitaine de l'équipe. Côté sénégalais, ils sont 4 joueurs à faire partie de cette équipe de rêve de la CAN Junior. Les défenseurs Mbaye Mamadou et Ousseinou Diagne, à qui s'ajoutent les virevoltants milieu de terrain Crépin Diatta et Ibrahima Niane. Ce 11 type est complété par 2 joueurs, le milieu de terrain guinéen Morlaï Silla et l'attaquant sud-africain Luther Singh, par ailleurs meilleur buteur de la compétition avec 4 buts et 2 passes décisives. Font figure de remplaçants de ce 11 de la CAN Junior, les Zambiens Prosper Chilouya et Enoch Mwepou, les Sud-Africains Grant Margeman et Liam Jordan, les Guinéens Yamoudou Touré et Mohamed Ali Kamara.
L'officier de réserve dans les buts se nomme Lamine Sarr, le gardien de but du Sénégal. Cependant, une observation majeure se dégage. Aucun joueur des 4 équipes éliminées au premier tour n'a retenu l'attention des techniciens de la Confédération africaine de football. Et voilà qui referme cette édition. Le programme prévoit tout à l'heure, à partir de 20h45, le match Atlético Madrid-Bayer Leverkusen de la Ligue des Champions. Vous suivrez également le point du Conseil des ministres ainsi que le journal du soir, une présentation de Héloïse Winato. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Passez une excellente nuit. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.